Merci à tous de nous avoir rejoints. Donc, aujourd'hui, bienvenue à ce webinaire de l'enseignement de l'Institut Pasteur, qui est co-organisé entre, l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur et le département de l'enseignement de l'Institut Pasteur. Et nous avons, le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir, Marie-Cécile Ploy, donc qui travaille au CHU de Limoges. Marie-Cécile Ploy est pharmacienne. Et elle va nous présenter aujourd'hui la résistance aux antibiotiques depuis la santé humaine jusqu'au changement climatique. Donc Marie-Cécile Ploy est pharmacienne. Elle a d'abord été interne en microbiologie aux hôpitaux de Limoges de 94 à 98, dans le laboratoire du professeur François Denis. Ensuite, au sein de l'université, au CHU de Limoges, elle était hospitalo-universitaire, MCUPH, puis PUPH en microbiologie. Et PUPH depuis 2005. Elle a réalisé son doctorat d'université dans le laboratoire de Patrice Corvalin, ici à l'Institut Pasteur de Paris en 2000. Et elle a effectué un court séjour sabbatique en 2004 à l'Institut Pasteur chez Didier Mazel. Donc voilà, c'est une vraie pasteurienne. Et elle dirige depuis 2008 le service de bactériologie, virologie, hygiène du CHU de Limoges et également l'unité INSERM U1092. Elle travaille sur les éléments génétiques impliqués dans la dissémination de la résistance avec une approche One Health. Elle a coordonné la Joint Action européenne sur la résistance aux antimicrobiens et les infections associées aux soins. Donc, il y a un projet qui s'appelle EU JAMRAI de 2017 à 2021. Elle coordonne maintenant le réseau français des observatoires régionaux du pneumocoque depuis 2001. C'est également la coordinatrice, du projet, réseau PROMISE qui, rassemble toutes les personnes impliquées sur l'antibiorésistance depuis justement la santé humaine jusqu'au changement climatique, et de ses implications sur l'antibiorésistance. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons aussi très récemment travaillé avec elle puisque, nous avons pu refaire le MOOC antibiorésistance grâce au fonds, débloqué par ce projet, PROMISE, obtenu par ce projet PROMISE. Et elle travaille également sur, des projets, européens, pour mieux connecter, les différents acteurs, travaillant sur les antibiotiques en Europe. Voilà, je vais vous envoyer dans le chat, le lien, pour se connecter à notre MOOC pour tous ceux qui sont, intéressés par ce MOOC. Donc un MOOC, c'est un cours en ligne où on a une trentaine de vidéos, qui parlent tous de l'antibiorésistance, avec des quiz qui suivent ces vidéos. Et puis vous avez la possibilité, alors tout ça c'est gratuit, de s'inscrire, de suivre ces vidéos et de faire ces QCM. Et vous pouvez également faire l'examen en ligne. Celui-ci est surveillé, il est donc payant. Et donc notre MOOC est déjà ouvert actuellement, donc c'est-à-dire vous pouvez suivre les vidéos. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez le suivre quand vous voulez. Voilà, je vais vous passer la parole, Marie-Cécile, ou peut-être d'abord aux anciens élèves de l'AEIP, de l'association. Alors oui, j'en vois qui se présentent aussi dans le chat. N'hésitez pas à nous dire d'où vous vous connectez, si vous surtout, pour les non, français. Alors Jean-Luc, est-ce que tu veux prendre un petit peu la parole pour, des nouvelles sur, l'association des anciens élèves? Très brièvement, parce que je voudrais pas retarder la conférence. Donc, je voudrais remercier également Marie-Cécile Cotte d'avoir accepté de donner ce séminaire à distance. Je voudrais aussi préciser que, enfin, oui, préciser que l'Agence universitaire de la francophonie nous aide aussi à réaliser ces visioconférences. D'ailleurs, beaucoup de participants doivent être inscrits aujourd'hui à cette conférence. Donc, je vais laisser donc la parole à Marie-Cécile Ploy et nous interviendrons ensuite pour les questions. Alors, après cette conférence qui dure à peu près 1 heure,
nous laisserons la parole donc aux participants. Enfin, quand je dis la parole, vous pourrez vous poser vos questions par écrit, sur l'onglet qui s'appelle le chat ou discuter suivant les ordinateurs. Et après, nous reporterons donc les questions, nous lirons les questions à la conférencière. Donc merci Clémentine, donc je laisse la parole à la conférencière. Merci beaucoup Clémentine, de cette gentille introduction. Merci Jean-Luc, merci, à l'Institut Pasteur, et à l'association des anciens élèves de m'avoir, invitée pour ce webinaire. Donc bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà 200, connectés. Hem, donc je suis ravie de vous présenter, un peu une overview. Ça va pas être que scientifique, mais un petit peu une overview de la problématique résistance aux antibiotiques. Heu, un aspect aussi, structuration au niveau national et au niveau, international, car il est important que cette problématique soit prise en compte aussi au niveau politique. Et puis, après je vous montrerai, quelques projets, peut-être pas la totalité, on verra quelle heure il sera à ce moment-là, mais quelques projets de recherche que nous menons au laboratoire. Et puis, j'aurais dû mettre d'ailleurs mon adresse mail à la fin, mais peut-être Clémentine, vous pouvez la mettre dans le Oui, je la posterai dans le chat. voilà, si vous souhaitez ensuite me contacter, pardon. Donc, effectivement un petit peu vaste, de la santé humaine au changement climatique, qui sont en fait 2 grands axes dans l'unité de recherche que je dirige, donc à Limoges, qu'on traite autour de la résistance aux antibiotiques. Donc comme vous le savez, la résistance aux antibiotiques est une menace de santé mondiale. Donc certes, les antibiotiques ont révolutionné notre vie, voilà, avec les premières utilisations, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mais ces avancées majeures ont été mises en péril avec, entre autres, et pas seulement à cause de cela, mais entre autres, du fait d'un usage excessif et inapproprié des antibiotiques. Et la résistance aux antibiotiques est désormais une cause de millions de décès dans le monde. Et donc il y a, ce papier paru dans le Lancet, en janvier 2022, par un collectif, sur le coût de la résistance, aux antibiotiques dans le monde. Et donc alors c'est toujours très compliqué, les médias souvent titrent, «La résistance tue». C'est toujours très compliqué de faire ce constat parce que les patients, ils meurent d'une infection qui est due à une bactérie résistante. Ils ne meurent pas de la résistance. Mais en revanche, le fait que parfois ça soit une multirésistance limite le nombre de possibilités thérapeutiques. Plus à ça s'associe le problème de l'accès aux antibiotiques avec certains pays, quels que soient leurs revenus d'ailleurs, qui ont un accès difficile à certains antibiotiques. Et donc, du coup, dans ce papier, ils ont distingué la mort, le décès associé à la résistance, qui est en couleur plus claire, et le décès attribuable à la résistance, qui est en couleur plus foncée. Et donc vous voyez, donc ça représente plusieurs millions. Et donc vous voyez que, bah, malheureusement, selon les pays, selon le niveau économique et aussi selon l'accès aux soins, l'accès aussi à des moyens de limitation de la transmission des bactéries, l'accès aux médicaments, eh bien, certains pays vont avoir payé un tribut plus lourd que d'autres pays en termes de décès associés ou attribués à la résistance. Donc là, ce sont les décès pour 100 000 habitants. Si on regarde un petit peu les taux de résistance, alors en Europe, ce sont les chiffres de 2021. Par exemple, ici, vous avez les Klebsiella pneumoniae qui sont résistantes, soit ici à gauche aux céphalosporines de troisième génération, soit à droite aux céphalosporines, mais aussi aux quinolones et aux aminosides. Vous voyez ces cartes, alors plus c'est rouge foncé, plus le taux de résistance est élevé. Donc vous voyez qu'il y a des pays dans lesquels c'est très très élevé, hein, comme la Grèce. Et puis des pays où c'est très bas, comme très souvent, hein, les pays nordiques ont un très bas taux de résistance. Là, c'est seulement chez l'homme.
parce que, par exemple, au Danemark, chez les élevages de porcs, ils avaient un vrai problème de résistance. Et puis, des pays comme la France qui sont plus intermédiaires. Si on regarde Escherichia coli, la résistance aux céphalosporines de troisième génération, on voit que c'est un peu moins rouge que ça ne pouvait l'être pour Klebsiella, mais néanmoins avec des taux dans plusieurs pays d'Europe qui atteignent 10 à 25%. Et si on regarde à l'échelle globale, toujours sur le même marqueur Escherichia coli résistant aux céphalosporines de troisième génération, même chose, plus on va vers le rouge foncé, plus les pourcentages de résistance des souches sont importants. Et donc vous pouvez voir qu'à l'échelle à l'échelle du globe, effectivement, on a des pays avec des taux de résistance qui sont différents et dont certains très élevés. Alors, si on regarde, ça c'est un document que vous pouvez retrouver sur Internet, qui est produit chaque année en France par les différentes agences, la Haute Autorité de Santé, l'assurance maladie, l'ANSES, donc l'agence qui s'occupe plus de médecine vétérinaire, l'agence de sécurité du médicament et Santé publique France, ainsi que les ministères. Et c'est un document très didactique parce qu'il y a une iconographie qui est vraiment très bien et qui peut être beaucoup utilisée aussi pour vous-même des enseignements que vous pourriez avoir ou des formations. Et si on regarde, alors c'est la France métropolitaine, la consommation d'antibiotiques en santé humaine et en santé animale, on voit quand même que depuis 2011, cela diminue avec une augmentée en 2021 pour les 0-4 ans. Donc, à suivre ce qui se passe chez les enfants dans l'avenir. Ce qui fait que la place de la France en Europe, qui avant elle est là, on espère qu'au fur et à mesure, elle va se rapprocher de la moyenne européenne qui est, vous le voyez ici en bleu, pour l'instant, on est toujours le 4e pays le plus gros consommateur. On a gagné 3 places puisque avant la France se situait juste derrière la Grèce. Et en santé animale, eh bien en santé animale, vous voyez qu'il y a eu des baisses drastiques de consommation de la résistance. Le monde vétérinaire a fait vraiment un travail considérable dans les différentes filières d'élevage, avec une diminution de la consommation d'antibiotiques, ce qui fait que là, vous voyez, la France, en termes de consommation, d'exposition aux antibiotiques des animaux, donc c'est surtout les animaux de production, mais pas que. Effectivement, la situation est un petit peu différente pour les animaux de compagnie. Eh bien, la France, là, est en dessous de la moyenne nationale. Et en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques, eh bien, les taux de résistance étaient stables et ont commencé à décroître. Ça, c'est toujours Escherichia coli et céphalosporine de troisième génération. Donc, pour la santé humaine, cela continue, ça décroît, donc c'est bien. Et là, en termes de pourcentage de résistance, alors qu'on fait partie des pays les plus gros consommateurs, on est bien en dessous de la moyenne nationale, enfin, pas nationale, mais européenne. Et en santé animale, là aussi, vous voyez qu'en parallèle de la diminution de la consommation, eh bien, il y a une diminution très importante de la résistance. Là, vous avez les différentes filières, mais vous avez aussi chez les chats et les chiens, même si ça diminue un peu moins et que ça stagne. Et ici, vous avez des souches d'Escherichia coli isolées d'animaux sains à l'abattoir avec différentes filières animales où on voit la résistance de Escherichia coli toujours aux céphalosporines de troisième génération au cours du temps. Et on voit que, quelles que soient les filières, ça a diminué, sauf chez les bovins où ça reste à peu près pareil. Mais chez les poulets, les volailles, ça a fortement diminué. Et pour les porcs, c'est assez stable en revanche. Alors, quels sont, juste un petit rappel pour les processus d'acquisition, de dissémination de la résistance. En fait, il faut bien comprendre que ces processus sont complexes et c'est ce qui d'ailleurs fait la grande difficulté de pouvoir lutter efficacement aussi contre la résistance aux antibiotiques. Alors, pourquoi est-ce que c'est complexe? D'abord, il y a une grande diversité, comme vous le savez, des mécanismes de résistance
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette revue est très bien faite avec des beaux schémas. Différents mécanismes de résistance, que ce soit par imperméabilité, par mécanisme d'enzymatique, par efflux, par modification de la cible. Donc il y a beaucoup de possibilités pour la bactérie de résister aux antibiotiques. Et puis, il y a aussi beaucoup de possibilités, on va y revenir, sur les éléments génétiques mobiles qui peuvent être responsables de cette résistance. Les résistances peuvent être liées à des mutations sur le chromosome, mais les gènes peuvent être aussi portés par des éléments génétiques mobiles qui peuvent être transférés d'une bactérie à l'autre. Et ces transferts de gènes peuvent se passer par différents mécanismes comme la conjugaison, mais aussi la transduction par des phages ou la transformation directe par de l'ADN nu du milieu extérieur qui va être pris en charge par la bactérie. Et puis, à côté de ça, il y a une diversité des éléments génétiques mobiles. Donc, sans rentrer dans le détail, effectivement, au-delà du chromosome, eh bien, il peut y avoir des plasmides. Sur ce même plasmide, il peut y avoir des transposons, des intégrons. Et donc, vous voyez, par exemple, sur ce plasmide-là, on a plusieurs autres supports de résistance sur ce plasmide, ce qui fait que quand ce plasmide est transféré, il est transféré avec toutes ces résistances. Et on peut ainsi avoir en bloc une multirésistance en un seul transfert. Il peut y avoir aussi des échanges de transposons entre réplicons, entre le chromosome et les plasmides, et puis certains qu'on appelle des ICE, des éléments intégratifs conjugatifs, vont pouvoir s'intégrer dans le chromosome, mais aussi se circulariser et passer eux aussi à une autre bactérie et être intégrés dans le chromosome de la bactérie réceptrice. Donc, vous voyez qu'entre la diversité des mécanismes et la diversité des éléments génétiques mobiles, eh bien, ça offre à la bactérie tout un panel de possibilités qui sont du coup d'autant plus difficiles à contrôler. Et donc, on peut représenter ça un peu comme les poupées russes, où effectivement on a un peu du plus petit au plus grand, une possibilité d'avoir plusieurs gènes portés par le même élément génétique. Alors, ça se complexifie aussi quand on prend la dimension de l'environnement. Alors, comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'éléments génétiques. Il y a aussi beaucoup de gènes, hein, et la diversité, enfin le nombre que j'ai mis là n'est pas du tout exhaustif. Pardon, n'est pas du tout exhaustif. Donc, il y a une diversité de gènes aussi de résistance. Vous voyez, de nombreux gènes, les bêta-lactamines, on est à bien plus de 1000 gènes de résistance diverses qui ont été décrits. Diversité des éléments génétiques et puis diversité des espèces bactériennes au niveau du microbiome de l'homme, dans le tube digestif, entre autres, mais aussi dans les stations d'épuration. Vous voyez que le nombre d'espèces bactériennes est très, très important, et encore plus dans le sol. Donc, on est confronté effectivement à une grande, grande diversité de gènes, d'éléments génétiques et d'espèces bactériennes qu'on ne connaît pas bien, puisqu'on sait que seulement 1 à 10% des espèces bactériennes de notre tube digestif ou de l'environnement sont cultivables avec les milieux de culture qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, il y a encore plein de choses à découvrir, et c'est vrai que maintenant, avec les techniques de séquençage haut débit, eh bien, on voit bien tous les travaux qui sortent sur le microbiote et le lien d'ailleurs du microbiote avec d'autres pathologies chroniques qui n'ont rien à voir avec des infections, ainsi que le lien avec des réponses à d'autres traitements comme les chimiothérapies anticancéreuses. Donc, cette diversité des éléments génétiques mobiles fait qu'en un seul passage, comme je vous disais, on peut avoir ce plasmide avec 2 transposons, 3 gènes de résistance, et ainsi, un patient peut être infecté par une bactérie résistante à des antibiotiques que le patient n'a lui-même jamais pris. Mais au-delà de cette complexité liée aux espèces, aux éléments génétiques mobiles, il faut aussi réfléchir avec la complexité de l'écosystème ou des écosystèmes dans lesquels on vit. Pendant très longtemps, au niveau médical, on a réfléchi que santé humaine, et puis les vétérinaires étaient centrés sur la santé animale, et puis santé animale, on pensait plutôt animaux d'élevage, et on ne pensait pas du tout à l'environnement.
Et donc c'est vrai que maintenant et je dirais depuis une grosse dizaine d'années et un peu plus de façon accentuée, plus récemment pour l'environnement, on parle du concept «une seule santé» que vous voyez souvent écrit en anglais «One Health», mêlant la santé animale, la santé humaine et la santé environnementale. Effectivement, les bactéries ne connaissent pas de frontières, même si les transmissions inter-écosystèmes ne sont pas si fréquentes que ça, sont beaucoup décrits des, des transmissions de gènes ou de bactéries au sein du monde animal ou au sein du monde humain, mais il peut y avoir quand même si c'est plus rare, des passages entre l'homme et l'animal. Et puis, eh bien, que ce soit l'homme ou l'animal, euh, toutes nos eaux usées, nos excréments, etc., partent tous dans l'environnement, que ce soit l'environnement terrestre, aquatique. Et aussi, on met dans la catégorie environnement les animaux sauvages, qui peuvent être aussi un vecteur intermédiaire de transmission de la résistance. Et là aussi, des travaux sont plus récents par rapport à ça. Donc, il faut absolument réfléchir avec le concept One Health si on veut lutter contre la résistance aux antibiotiques, en sachant que ce concept, il est assez facile à dire, il est plus difficile à faire. Parce que déjà, on n'a pas obligatoirement les mêmes vocabulaires entre les différentes spécialités. On a des problématiques qui sont aussi différentes. Il y a aussi des problématiques propres à l'animal qui ne se retrouvent pas chez l'homme et vice-versa. Et des problématiques liées au traitement des eaux usées, par exemple, qui sont aussi spécifiques. Donc, il ne faut pas non plus tout mettre dans le One Health, mais il ne faut plus travailler chacun de son côté. Et ça, je pense que maintenant, c'est quelque chose de vraiment acquis par les gens qui travaillent sur la résistance aux antibiotiques. Et effectivement, l'environnement est une source aussi de gènes de résistance. C'est pas seulement un déversoir, hein, mais c'est aussi une source de nouveaux gènes de résistance. Et ainsi, vous avez dans cette figure le fait que, eh bien, on peut avoir des souches bactériennes de l'environnement ou du monde animal qui peuvent contenir des plasmides de résistance, mais d'ailleurs aussi des gènes de virulence. Et puis, ces bactéries spécifiques du monde animal et humain, eh bien, elles vont pouvoir, à un moment donné, croiser d'autres isolats humains. Soit elles vont pouvoir s'implanter, mais c'est plus rare, mais elles vont pouvoir, dans un certain nombre de cas, faire passer des éléments génétiques qui vont s'installer chez des bactéries d'origine humaine et ainsi on peut avoir, transfert de gènes à partir de gènes venant de bactéries, de l'environnement ou du monde animal. Un exemple, c'est l'émergence des enfin, du mécanisme de résistance BLSE, les bêta-lactamases à spectre élargi. Il y a plus de 20 ans, on parlait, moi quand j'ai commencé à faire de la microbiologie clinique, on disait que les BLSE, c'était des enzymes qu'on appelait TEM ou SHV, et puis tous leurs dérivés de mutants. Et puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, eh bien, tout ça a été quasiment balayé par des nouvelles enzymes qu'on appelle CTXM. CTX parce qu'originellement, elle touchait plus le céphotaxime. Et en fait, bien, il a été montré que le progéniteur du gène CTXM était en fait une bactérie de l'environnement qu'on appelle Cluivera ascorbata, qui n'a absolument aucune pathogénicité pour l'homme, mais qui, au cours de l'évolution des bactéries, s'est retrouvée captée par différents éléments génétiques mobiles qui ont fini par arriver dans un plasmide à très large spectre d'hôtes et dans une bactérie Escherichia coli qui, du fait de son portage au niveau digestif, permet une dissémination assez facile via la flore fécale. Et maintenant, les enzymes CTXM sont les BLSE majoritaires et sont présentes partout dans le monde, même si les variants, par exemple, chez l'homme et chez l'animal ne sont pas les mêmes, mais néanmoins, ce sont des enzymes qui existent partout. Donc effectivement, là aussi, c'était un schéma tiré de cette fameuse plaquette, comme je vous disais, qui est éditée par Santé publique France, mais ça, c'est celle de l'année dernière, qui représente bien, je trouve, le lien entre tous les écosystèmes
et où est abordé aussi le problème du changement climatique, le problème de la déforestation, le problème du changement d'affectation des terres, toutes les problématiques dont on parle de plus en plus en ce moment, le problème de l'urbanisation aussi, on en reparlera, et on ne peut pas, et on l'a bien vu avec la Covid, on ne peut pas se penser soi-même dans un environnement isolé, mais bien prendre conscience que nous faisons partie d'un tout. Et effectivement, des antibiotiques sont produits à partir des usines, mais peuvent être utilisés à votre domicile, peuvent être utilisés à l'hôpital, peuvent être utilisés dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, sont utilisés aussi et déversés au niveau du monde agricole. Dans le meilleur des cas, quand il y a des stations d'épuration, ça se retrouve dans les stations d'épuration, mais c'est quand même déversé dans les rivières en aval. Et puis, il y a un certain nombre de localisations ou de pays pour lesquels les stations d'épuration il n'y en a pas beaucoup, ou pas du tout, ou elles sont défectueuses. Donc, effectivement, il peut y avoir des échanges de gènes à ces différents niveaux. Et puis voilà, je parlais de l'industrie, il ne faut pas oublier que dans les pays européens, il y a une réglementation quant au rejet à partir des usines qui fabriquent des antibiotiques, où il y a une obligation qu'ils aient leur propre station d'épuration. Mais là, comme vous le savez, la plupart, et on a vu la problématique de cette centralisation dans certains pays de la fabrication des médicaments, beaucoup en Inde et en Chine, et dans lesquels il n'y a pas cette réglementation, ou très peu, et où donc les antibiotiques, mais aussi des gènes de résistance, des bactéries, des éléments mobiles peuvent être grandement disséminés dans l'environnement réceptacle. Et puis la problématique de non-accès à de l'eau potable, de non-accès à des toilettes, ce qui est le cas en Inde. La majorité de la population n'a pas accès à des sanitaires, même s'il y a un très très gros travail au niveau mondial avec les Nations Unies de développement, de construction de sanitaires, et puis des conditions économiques qui fait que on peut vivre dans des situations, dans des conditions qui vont favoriser la transmission de bactéries résistantes aux antibiotiques, et accès à de l'eau, comme on peut le voir ici, de l'eau contaminée. Et pour illustrer ça ici dans cette revue récente, vous avez ici la concentration d'antibiotiques en microgrammes par litre qu'on va trouver dans des eaux usées, ou des eaux de surface, ou des rivières, ou la mer. Et vous avez ici le range de concentration minimale inhibitrice. Parce que la question qui se pose, en fait, on se dit, ou que ce soit que les pays plus ou moins industrialisés, on dit oui, mais il y a des antibiotiques dans l'eau, dans l'environnement, c'est un problème de sélection. En fait, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. Parce que, comme vous le voyez, si vous regardez dans la mer, dans les rivières, ou même quand il y a des stations d'épuration, vous voyez bien que les quantités en sortie ou dans les eaux traitées en sortie de station d'épuration, les quantités sont très très faibles dans l'environnement, et bien en dessous des CMI. Donc on peut se dire que le risque de sélection favorisant des échanges est probablement limité. Mais quand vous regardez par exemple ce qui sort en sortie d'hôpital, ou ce qui sort surtout en sortie d'industries fabriquant des antibiotiques dans des conditions évoquées précédemment, c'est-à-dire avec pas de traitement des eaux en sortie, là vous voyez que vous arrivez à des concentrations très très importantes, de l'ordre de 10 000 microgrammes par ml. Donc la problématique est aussi différente, et parfois on parle de l'environnement comme un tout, alors que ce n'est pas un tout. Ici, vous avez aussi les sédiments. Le petit bandeau, attendez, je vais l'enlever, voilà. Les sédiments donc le sable qu'on va retrouver, et puis le sable, un peu la vase qu'on va retrouver dans les rivières, qui vont s'accumuler. Eh bien, les antibiotiques peuvent s'accumuler dans les sédiments. Et il y a eu cette étude très intéressante, alors dans des revues qu'on n'a pas l'habitude de lire, enfin en tous les cas moi en ce qui me concerne,
Et donc, vous avez ici la profondeur, il y a des sédiments qui ont été récoltés, vous avez ici la profondeur en centimètres des sédiments, vous avez ici les années auxquelles correspondent, l'année d'accumulation auxquelles correspondent cette épaisseur de sédiments. Et puis vous avez ici, là, les petits traits en pointillés, le marqueur de détection. Et donc on voit bien que pour certains antibiotiques, eh bien, on voit bien qu'on on a des quantités non négligeables et depuis longtemps. Si vous prenez, alors ça, c'est pas des antibiotiques, c'est des psychotropes, mais si vous prenez les antibiotiques, on voit que par exemple le sulfaméthoxazole, on a une accumulation de sulfaméthoxazole dans les sédiments dès les années 70, ce qui correspond à leur autorisation de mise sur le marché. Donc, dès l'autorisation de mise sur le marché de cet antibiotique, eh bien, il y a eu peu à peu accumulation dans les sédiments. En sachant que le sulfaméthoxazole, c'est un antibiotique qui est très stable dans l'environnement, comme les quinolones, alors que vous ne trouverez pas les bêta-lactamines en tant que telles, parce que ça se dégrade très très vite dans l'environnement. Et donc, l'environnement représente un certain nombre de conditions favorables, néanmoins, même s'ils sont rares, et que pour l'instant, ce n'est pas trop bien les quantifier d'ailleurs, mais en tous les cas, quand on pose sur le papier, tout peut être réuni pour favoriser un transfert de gènes de résistance aux antibiotiques à des pathogènes, puisque vous avez cette fameuse pression de sélection qui comprend des concentrations d'antibiotiques dans un range de concentration permettant la sélection de mutants pour le cas des antibiotiques qui persistent dans l'environnement, et notamment en aval, comme je vous ai montré, d'usines qui fabriquent des antibiotiques où il n'y a pas de traitement, parce que vous avez vu que là, il y a une vraie pression de sélection parce que les concentrations sont élevées. Il ne faut pas oublier aussi la présence d'autres agents sélectifs, et souvent on parle des antibiotiques, mais il y a des biocides, c'est-à-dire tous les désinfectants qu'on va utiliser, y compris en établissement de santé pour nettoyer, désinfecter l'environnement, qui sont rejetés aussi dans les eaux usées. D'autres qu'on peut trouver dans l'environnement comme les métaux lourds, et vous savez qu'il y a beaucoup de plasmides qui ont en colocalisation des gènes de résistance aux antibiotiques et des gènes de résistance aux métaux lourds. Ça va dépendre aussi de l'accessibilité de ces agents sélectifs, et puis est-ce que c'est une exposition continuelle ou pas. Le fait d'avoir des gènes présents et d'avoir des bactéries potentiellement pathogènes, et puis au croisement de tout ça, on a les hotspots de sélection. Et puis, il y a un autre concept que j'ai entendu par Joachim Larsson, je crois que c'était à l'ECMID de l'année dernière, qui est au-delà du hotspot, qui est l'endroit où tout ça va se retrouver. C'est aussi ce qu'ils appellent le hot moment, c'est-à-dire qu'il y a aussi des moments, sûrement, plus favorables que d'autres. Des moments de décharge, par exemple, voilà, on avait des usines, et puis des moments en fonction aussi de la température qui vont favoriser des échanges, et on en revient à la problématique du changement climatique qui va pouvoir aussi favoriser ces échanges. Et donc là aussi un schéma que j'aime bien sur cette problématique One Health, représentée autrement. Et en fait, il y a les stations d'épuration qui traitent, mais voilà, qui ne marchent pas toujours très bien. L'agriculture dont on a parlé, qui peuvent aussi faire je ne trouve pas le mot, mais de relarguer à partir du sol au niveau des rivières en aval. Et puis, dans les pays où il y a moins de sanitaire aussi, de la défécation en milieu naturel qui amène des bactéries aussi dans la rivière. Et pour l'instant, les articles sur l'environnement montrent que la présence de bactéries résistantes ou de gènes de résistance dans l'environnement est quand même due principalement à cette contamination fécale, qui vient aussi des stations d'épuration, parce que les stations d'épuration, ce n'est pas fait pour enlever des bactéries, c'est fait pour enlever les toxiques. Et donc, même s'il y a une diminution de log, on rejette quand même beaucoup de bactéries dans la rivière. Après, il y a un effet dilution. Et donc, ne vous inquiétez pas, quand vous buvez de l'eau potable, vous ne risquez rien parce qu'il y a un traitement des eaux derrière. Alors, vous pouvez voir aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cet article qui était très intéressant, cette revue sur les effets du changement climatique
et la résistance aux antibiotiques avec justement l'effet de la température qui est connu comme un effet de stress pour la bactérie. Et la bactérie, elle sait s'adapter à différents stress, dont le stress dû au choc thermique, et déclencher tout un tas de réponses qui vont permettre de réparer et de faire de réparer les dommages à l'ADN. Et ça passe aussi par stimuler des échanges de gènes entre bactéries ou faire des mutations. Et donc, si on représente aussi sur ce schéma la problématique du changement climatique, il y a deux choses. On sait que les précipitations vont augmenter avec des épisodes pluvieux très, très, très intenses, conduisant à des inondations. Ces inondations vont entraîner un... Je n'arrive pas à trouver le mot français pour runoff, mais vont entraîner une décharge, un relargage, voilà, un relargage de bactéries du sol vers l'eau de façon massive. La sécheresse qui arrive dans certaines zones du monde due au changement climatique vont entraîner et ont déjà commencé à entraîner, on parle d'immigration climatique, des mouvements de population, où les populations vont se concentrer dans des zones urbanisées, même si elles ne sont pas totalement urbaines, mais en tous les cas urbanisées, ce qui va engendrer d'abord plus une densité de population plus importante, donc augmentant les risques de transmission, et là aussi un relargage à partir de ces zones très concentrées, un relargage dans l'environnement, même chose à partir de l'agriculture. Et puis, eh bien, pour l'instant, on a un risque aussi, non seulement que les eaux de surface soient contaminées, mais aussi, comme je l'ai dit, les sédiments, et donc que les eaux profondes puissent être contaminées, avec un effet aussi sur la flore sauvage aquatique. Donc là aussi, je vous ai mis cet article intéressant sur les micro-organismes et le changement climatique, avec l'impact aussi sur la flore et la faune des mers. Alors, le concept One Health, une image un peu rigolote, mais bon, je ne vous conseille pas trop d'aller embrasser un cochon de cette façon, mais qui illustre le contact étroit qu'il peut y avoir aussi entre l'homme et l'animal. Donc, c'est vrai que les conditions pour un transfert horizontal de gènes efficace entre les trois compartiments, elles nécessitent trois conditions. Je vous ai dit que finalement, les échanges homme-animal, on voit bien pour les gènes CTXM que ce n'est pas les mêmes variants. Elles nécessitent une pression de sélection qui va sélectionner les bactéries résistantes, une niche écologique, effectivement, on ne va pas avoir les mêmes types de transmission selon le type d'écosystème dans lequel on est. Et puis, la phylogénie bactérienne, c'est-à-dire que néanmoins, certains échanges vont se faire plus facilement entre des bactéries qui sont phylogéniquement proches par rapport à des bactéries phylogénétiquement éloignées. Alors, quels sont les moyens de lutte contre cette résistance? Eh bien, quels sont nos leviers? Nos leviers, d'abord, c'est connaître ce qui se passe. Donc, surveiller. Parce que surveiller, ça permet de suivre, mais de prévoir et d'anticiper. Changer les pratiques, c'est-à-dire mieux et moins utiliser des antibiotiques, que ce soit dans le monde médecine humaine ou médecine vétérinaire, et au niveau de l'élevage. Et aussi prévenir et contrôler les infections. Ce qu'on appelle en français souvent les mesures d'hygiène, mais qui sont, je trouve que c'est un mot qui est restrictif en fait. C'est plus la prévention du risque infectieux, parce qu'on ne peut pas traiter la résistance aux antibiotiques sans s'occuper du problème de transmission, du problème de prévention dont on a déjà parlé, en ayant vu quels étaient tous les événements qui peuvent conduire à de la transmission d'homme à homme. La recherche aussi, vous êtes des chercheurs, est aussi très importante. La recherche de nouveaux antibiotiques, certes, de diagnostics rapides, de vaccins pour lutter, mais aussi de la recherche fondamentale pour mieux comprendre ces mécanismes de transmission et ces échanges. Et puis, très important, et là, on est dans ce cadre aujourd'hui, sur l'éducation et la sensibilisation de tous les publics. Et puis, pour finir, une action politique qui est primordiale. Il faut qu'il y ait de la coordination, non seulement au niveau de chaque pays, mais au niveau aussi européen et mondial, pour lutter efficacement contre la résistance aux antibiotiques. On ne peut pas lutter tout seul dans son coin. Donc, très, très, très rapidement, parce que
même si le public est francophone, je sais qu'il n'est pas que français. Donc, voilà un exemple de ce qui se passe en France, mais de ce qui se passe aussi dans un certain nombre de pays. Et si vous allez sur le site de l'OMS, il y a une carte active qui est très, très bien faite sur les plans d'action, ce qu'on appelle les plans d'action nationaux de lutte contre l'antibiorésistance, que l'OMS a édité comme devant être implanté dans chaque pays. Et on voit en direct sur une carte interactive, j'aurais pu la mettre d'ailleurs, l'état de l'art de chaque pays dans le domaine. Donc en France, on a commencé en 2001 avec un plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques, avec cette fameuse campagne des antibiotiques, c'est pas automatique, dont tout le monde se souvient. Et quand on pose la question en cours aux étudiants, quels sont les slogans des années d'après, personne n'est capable de nous le dire, comme quoi c'est important de trouver aussi la bonne communication. Et puis, on a eu d'autres plans, un deuxième plan en 2007, un autre plan d'alerte en 2011. En 2012, le monde animal aussi a fait un plan qui a extraordinairement bien marché avec des appels d'offres recherche avec le plan Éco-Antibio, qui a donné des effets vraiment extrêmement positifs. Et ce plan, d'ailleurs, continue depuis. Et le monde, entre 2012 et 2016, le monde vétérinaire a diminué de 37% sa consommation, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, ce plan Éco-Antibio 2 a continué et puis ça va se poursuivre. Et puis là, on s'est dit, il faut faire une politique One Health et non pas faire une politique que ministère de la Santé ou que ministère de l'Agriculture, comme le plan Éco-Antibio. Il faut réfléchir ensemble. Et donc, en 2016, il y a eu une feuille de route interministérielle avec des mesures phares. Et puis, au niveau de la recherche aussi, notre ministre de la Recherche de l'époque a lancé un plan, alors je suis désolée, ça a décalé, un plan prioritaire de recherche sur l'antibiorésistance avec 40 millions d'euros sur 10 ans, ce plan étant coordonné par l'INSERM. Je ne vais pas détailler le plan. Et puis, en 2022, a été lancée la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections, vous voyez, on le met même en premier, et de l'antibiorésistance. Et la feuille de route nationale est en train d'être finalisée. Avec des piliers prévention, infection, bon usage des antibiotiques, donc ça c'est essentiellement santé humaine, prévenir les infections courantes, réduire les infections associées aux soins et préserver l'efficacité des antibiotiques. Donc ce document dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, vous avez le lien où vous pourrez le retrouver, qui est vraiment extrêmement bien fait et qui comprend santé humaine, animale et environnementale. Des outils pédagogiques aussi sur ce site de eBug que vous connaissez peut-être, qui sont aussi très bien faits, notamment pour les enfants de l'école primaire au lycée, avec des outils pédagogiques qui sont très très bien faits. Bon, je vous ai montré ce qui se passe en France, mais il faut vraiment travailler en synergie. Parce que voilà, c'est une problématique One Health. Et donc, si on veut y réfléchir en One Health, il faut rassembler les différents acteurs du One Health. Alors, comment on fait pour rassembler les différents acteurs du One Health? On essaye de faire des choses, des consortiums. Donc, voici à l'échelle nationale, donc ça a été dit par Clémentine en introduction, je co-coordonne avec Bruno François le réseau Promis, qui a été lancé dans le cadre justement du plan prioritaire de recherche antibiorésistance, qui a lancé des appels à projets structurants, avec aussi un projet DOSA sur l'observatoire des pratiques, qui est plus un observatoire sciences humaines et sociales, et puis une plateforme de données OMIC, Abromix, qui est co-coordonnée notamment à l'Institut Pasteur par Philippe Glaser. Et donc Promis, c'est un méta-réseau professionnel. Et donc, il réunit 24 réseaux de professionnels que vous avez ici, qui regroupent donc des données de France métropolitaine, mais aussi outre-mer, et qui est réparti, vous voyez, sur toute la France. Et donc, on a des réseaux de professionnels de santé humaine, des réseaux de professionnels de santé animale. Alors, pour ce qui est l'environnement, justement, il n'y avait pas de structuration. Et donc ça fait partie de nos objectifs. Donc, on a réuni aussi, on a fait l'état de l'art pour savoir ce qui manquait. Donc, on a réuni aussi des partenaires académiques, des équipes de recherche, des écoles vétérinaires, etc., des universités, pour essayer de combler le gap de ce qui n'existe pas en termes de structuration. Et donc, ce réseau Promis sert aussi d'incubateur pour un réseau qui s'appelle Antibiodeal, qui est un réseau
de découverte de drugs, de nouveaux antibiotiques, donc avec un certain nombre d'équipes en France qui du coup travaillent ensemble, réfléchissent ensemble, ce qui permet d'être plus fort aussi pour répondre aussi à des appels à projets recherche internationaux et aussi pour être structuré, aller vers les financeurs, mais aussi vers le monde industriel. Et puis l'environnement. Beaucoup d'équipes en France de recherche travaillent sur l'environnement, mais en fait, chacun travaille dans son coin. Alors, j'exagère, mais plus ou moins. Mais par exemple, la surveillance de la résistance aux antibiotiques est très bien structurée en France, que ce soit en santé humaine avec les missions nationales, SPARES, Primo, Spiadi, mais aussi avec, dans le monde animal, puisqu'on a fêté cette année les 40 ans du réseau RESAPAT, que vous devez connaître en santé animale. Mais on n'est pas capable de produire des données de surveillance dans l'environnement parce qu'on n'a pas de structuration, on n'a pas d'indicateurs, on n'a pas de standardisation des techniques. Et donc, justement, ces différentes équipes de recherche, plus des agences de l'eau et d'autres réseaux, travaillent ensemble pour définir des indicateurs et essayer de produire des données de surveillance dans l'environnement. Donc, ce réseau est divisé en 7 groupes de travail que vous avez là. On va constituer un entrepôt de données, la surveillance, donc j'en ai parlé, la recherche clinique aussi pour améliorer un certain nombre de choses en recherche clinique, que ce soit en santé humaine ou animale, de la formation dans laquelle justement le département éducation de l'Institut Pasteur est très impliqué, l'information, la sensibilisation, et puis ces 2 nouveaux réseaux dont on a parlé. Donc, on va faire un entrepôt de données essayant de regrouper des données justement humaines, animales, environnementales, et puis des données d'exposome, c'est-à-dire les biocides, les molécules, les médicaments dans l'environnement. Donc, on va essayer d'aller vers une surveillance intégrée, comme ce qui se passe un peu dans ce rapport qu'on appelle le rapport GIACRA, qui est fait par les agences européennes de santé humaine animale, qui travaillent ensemble pour produire des données. Donc, on va essayer de produire ces données-là et d'y rajouter des données de l'exposome et des données omiques. Donc, on a des enjeux communs autour de Promis, de renforcer la surveillance, partager les compétences, c'est extrêmement important et on le voit bien. Alors, bon, c'est très bien que ce réseau existe. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que ça dure que 3 ans. Donc, il faut faire nos preuves en 3 ans, ce qui est très court. Et puis surtout, c'est dommage de rassembler autant de gens et de ne pas le pérenniser. Donc, à nous maintenant de trouver des sous, des fonds pour pouvoir pérenniser ce méta-réseau. Parce qu'on voit bien, déjà, on a fait 2 assemblées générales, on voit bien la richesse des échanges. Et c'est ce qui fait la force du One Health, c'est qu'on se parle. Alors, des fois, on ne se comprend pas toujours, mais ce n'est pas grave, au moins, on se parle et on finit par se comprendre. On se parle pour échanger nos pratiques pour en discuter régulièrement avec Jean-Yves Madec, c'est très, très enrichissant de voir pour la santé vétérinaire ce qui se passe chez l'homme et vice-versa. Donc, renforcer aussi la communication, la formation, qui sont 2 points essentiels et clés. On ne peut pas juste rester entre chercheurs, médecins, vétérinaires, entre nous, parce que ça ne marche pas si on ne fait pas de l'éducation au grand public. Donc, renforcer la recherche clinique, être plus compétitif sur les appels à projets, les réseaux émergents dont j'ai parlé et le partage de données. Donc, j'en profite pour vous dire que dès bientôt, là, dans 2 semaines, on va ouvrir un diplôme universitaire One Health Antibiorésistance, auquel participe justement l'Institut Pasteur via le MOOC Antibiorésistance dont vous a parlé Clémentine, puisque l'Institut Pasteur est partenaire de Promis, fait partie des réseaux Promis, et donc on a travaillé ensemble sur ce diplôme universitaire auquel vous pouvez vous inscrire de partout parce qu'il a l'originalité d'être 100% numérique. Donc, ce sera des capsules qui seront postées et puis des ressources pédagogiques autres, dont aussi le MOOC Antibiorésistance, qui est destiné à tous les acteurs professionnels, mais pas seulement du monde de la santé humaine ou vétérinaire, mais aussi des gestionnaires de l'eau, qui est intéressé par la problématique antibiorésistance. Et on ne va pas le faire sous une version, j'allais dire, comment prescrire, etc., mais plutôt sur une vision globale, d'essayer de prendre de la hauteur et en allant du terrain jusqu'à la dimension politique. Donc, le petit flyer, qui ne sera pas tout à fait le définitif, mais voilà, qui va bientôt être diffusé et qui, je pense, pourra être diffusé par l'Institut Pasteur, évidemment. On va lancer tout ça bientôt et donc vous pouvez vous inscrire et donc c'est effectivement diplômant.
Alors au niveau international, je vois le temps qui passe, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler de notre recherche, mais au niveau international, c'est important aussi d'être structuré. Parce que c'est très bien de faire des choses chacun dans son pays, mais il faut aussi tirer parti de ce que font les autres. Il y a toujours des informations et des choses enrichissantes et positives dont on peut tirer parti venant d'un autre pays vers son propre pays. Et donc, il est important de porter le problème de l'antibiorésistance à un au niveau politique. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de l'Europe, la Commission européenne s'en est là accaparée, a produit en 2016 ce plan d'action de lutte contre l'antibiorésistance. L'OMS, alors l'OIE qui s'appelle plus OIE, maintenant qui s'appelle WOHA, WHO Animal, et la FAO ont produit un document tripartite et maintenant quadripartite d'ailleurs, avec aussi l'organisme des Nations Unies qui travaille sur l'environnement. Le Conseil de l'Europe va produire en 2023, la mi-2023, les nouvelles recommandations de plan de lutte contre l'antibiorésistance. Et puis, eh bien, au niveau du G7 et du G20, ce sont des sujets qui sont aussi poussés pour maintenir la problématique toujours à haut niveau sur le plan politique. Si vous ne poussez pas pour que ça reste au niveau politique, eh bien, ça ne redescendra pas pour pouvoir être traité et aider l'ensemble des personnes sur le terrain. Alors, comment on fait pour organiser ça? Donc, en Europe, je vous ai dit, il y avait en 2016 puis 2017 les conclusions du Conseil de l'Europe. Juste avant, en 2015, il y avait eu ce fameux plan d'action global à l'échelle mondiale de lutte contre l'antibiorésistance avec l'aspect One Health. Donc, tout ça, c'est des documents que vous pouvez consulter. Oups, pardon. Ah, gratuitement sur Internet. Ensuite, il y a eu le plan européen qui a été défini en fonction des conclusions du Conseil de l'Europe. En 2017, et ça s'est fini en 2021, a été lancée donc une action conjointe, une joint action européenne, donc c'est-à-dire c'est la Commission européenne qui donne de l'argent pour faire un programme dans lequel les pays de la Commission européenne sont impliqués. On essaye d'avoir tous les pays pour développer, que chaque pays puisse utiliser l'argent de la Commission européenne pour développer son propre plan d'action national de lutte contre l'antibiorésistance. Donc, c'est ce programme, comme disait Clémentine, que j'ai porté de 2017 à 2021. Et puis, je vais vous parler de la suite, puisque la suite, c'est qu'en 2021, est sorti le EU for Health Programme qui définit un certain nombre d'actions, dont des actions sur l'antibiorésistance et aussi dans le cadre plus recherche sur Horizon 2020 avec des actions aussi antibiorésistance. Alors, sur l'agenda politique, on en a parlé au niveau des États membres. C'est important aussi de regarder le côté économique et l'OCDE fait des travaux aussi et avec des publications que vous pouvez trouver sur Internet en français, en anglais, peut-être dans plusieurs langues, je ne sais pas, sur le coût économique, l'impact économique de l'antibiorésistance. On a parlé du niveau politique et puis au niveau des organisations internationales, je vous le disais, maintenant un rapport quadripartite avec ce document très intéressant qui est accessible sur Internet sur la dimension environnementale de l'antibiorésistance. Donc la France, elle a coordonné l'action conjointe européenne de lutte contre l'antibiorésistance et les infections associées aux soins, donc de 2017 à 2021. On avait 44 partenaires, 4 millions d'euros. Et on a été convaincant, semble-t-il, puisque dans le programme EU for Health, la Commission a lancé une Joint Action 2, cette fois-ci avec 50 millions d'euros, qui a aussi pour vocation de faire que les pays travaillent en synergie et en essayant de développer des choses qui pourraient être aussi reprises par d'autres pays ou utilisées en tous les cas pour être adaptées à d'autres pays hors Union européenne. Et donc, je vais coordonner aussi cette deuxième joint action et nous sommes en train d'écrire le proposal. Donc là, c'est un peu plus gros, il y a 30 pays, 117 partenaires à ce jour, enfin à peu près 120 partenaires. Et on doit soumettre notre proposal le 15 février, donc ça arrive très vite. On a développé notamment, tiens d'ailleurs c'est pas bien, j'avais dit que je le mettrais et que je ne l'ai pas mis, c'est pas bien, on a développé ce symbole, on a lancé un concours
sur internet qui a réuni 600 personnes qui ont concouru pour dessiner le symbole de lutte contre l'antibiorésistance. Comme vous connaissez le ruban rouge pour le sida, par exemple, eh bien, voilà, c'est un Suédois qui a gagné ce concours. Et en fait, vous pouvez le faire vous-même. Vous découpez 2 cœurs, vous en coloriez un en rouge, l'autre en blanc. Vous faites d'un petit coup de ciseau et vous mettez les 2 cœurs ensemble et ça crée ce symbole qui fait penser à des gélules ou aussi à un pansement pour soigner l'antibiorésistance. Et donc, c'est repris d'ailleurs, ça va être repris, j'ai appris dans, je ne sais plus si c'est la Lituanie qui reprend ce symbole dans sa campagne nationale de lutte contre l'antibiorésistance. Donc, c'est fait pour être utilisé. Donc, ces joint action, l'idée, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a plein de choses au niveau européen, international, mais qu'en fait, il y a peu d'échanges et qu'il faut arrêter de travailler en silo si on veut être efficace. Et donc, les joint action réunissent tous les États membres, mais aussi tous les parties prenantes. Donc, je ne vais évidemment pas tout vous détailler, mais si vous allez sur le site qui est encore actif, vous aurez accès aux résultats et à ce qu'on appelle des policy briefs. C'est des petits documents de 3-4 pages maximum qui ont mis en lumière ce qu'on a identifié comme problématiques pour lesquelles il faut aller plus loin. Et c'est d'ailleurs basé sur ces policy briefs que la deuxième joint action a été programmée. Notamment, une des actions, ça a été de monter un réseau européen de surveillance de la résistance chez l'animal qui va être encore plus développé dans la deuxième joint action. Je vous ai parlé du symbole. Et puis, vous pouvez télécharger sur vos téléphones, vous pouvez télécharger ce petit jeu qui s'appelle Micro-combat. Vous pouvez faire ça à vos enfants, même vous, aux étudiants. C'est vraiment tout public, c'est facile pour faire comprendre l'antibiorésistance. Au niveau de la recherche, au niveau européen, il y a un programme qu'on appelle le GPIAMR, qui est un centre de soutien financier pour la recherche, qui là aussi a la vocation à structurer les communautés de recherche et ça réunit, alors même si c'est une programmation européenne, ça réunit en fait beaucoup d'autres pays. Il y a beaucoup d'autres pays qui ne sont pas du tout européens, qui sont partenaires du GPIAMR. Et dans les appels à projets, il est très fortement recommandé que ces projets soient One Health. Enfin, d'ailleurs, c'est une obligation qu'ils soient One Health avec au moins 2 compartiments entre humain, animal et environnement. Et une très forte recommandation que ces programmes de recherche impliquent des pays qui ont des bas ou des moyens revenus. Et c'est le cas. Il y a beaucoup de projets de recherche allant bien au-delà de l'Europe, avec des études extrêmement intéressantes dans plusieurs pays, et notamment des pays dans lesquels l'accès aux antibiotiques, l'accès aux soins est parfois plus complexe. Donc avec un certain nombre de piliers. Donc il y a plein de choses qui se passent, qui sont en train de se passer pour la recherche, le développement et l'innovation. C'est un peu en train de se changer avec des nouveaux partenariats maintenant dans le cadre d'Horizon Europe. C'est des partenariats qui sont en train de se dessiner, un partenariat sur la santé animale, un partenariat sur la préparation aux pandémies, un partenariat, enfin c'est même pas un partenariat, c'est une nouvelle direction à la Commission européenne sur là aussi les crises sanitaires et les réponses des autorités, sur l'innovation en santé, et puis un programme que vous connaissez sur les essais cliniques, des partnerships dans des pays à plus bas et moyens revenus. Il est important, on a parlé d'accès antibiotique, il est aussi très important de changer nos modèles économiques pour booster la recherche et le développement. J'ai encore appris hier la banqueroute d'une jeune société, d'une jeune start-up française qui développait des nouveaux antibiotiques parce que financièrement, ils ne peuvent pas tenir la route. C'est des trop gros investissements avant d'avoir un retour sur investissement. Et malheureusement, encore une société qui s'arrête. Et ça, c'est un peu partout pareil. Donc, il y a des systèmes pour aider au niveau global, et notamment le programme Secure de GARPI qui est là pour faire assurer un accès d'un certain nombre d'antibiotiques dans tous les pays. Il y a différentes choses, mais
ça ne suffit pas. Ça permet de donner des sous aux gens pour essayer de développer des nouvelles choses. Mais après, pour le développement jusqu'à la mise sur le marché, le modèle économique global des médicaments à l'échelle mondiale n'est pas du tout adapté, encore moins au niveau européen. Et donc, il faut effectivement changer cela. Et donc, on essaye d'y travailler et de convaincre cette fois-ci les politiques de changer. Je vais passer parce qu'on ne va pas avoir le temps de parler de science. Donc, on est en train d'aller vers un partenariat One Health antibiorésistance à partir du GPI-AMR, dont la vision sera de diminuer le fardeau de l'antibiorésistance via la recherche et l'innovation et de comprendre, prévenir et agir avec différents piliers thématiques. Et quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais un petit peu en économie, très important d'intégrer les sciences sociales, l'économie, les humanités pour lutter là aussi, parce qu'il faut comprendre les pratiques, il faut comprendre les habitudes. On ne peut pas dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça si on ne comprend pas les mécanismes de comportement. Alors juste pour revenir très rapidement, parce que ça fait presque 1 heure, très rapidement sur les axes de recherche de notre unité. Donc nous, on a une unité qui s'appelle anti-infectieux, support moléculaire des résistances et innovation thérapeutique. On a 5 axes. Donc nous, on travaille antimicrobiens en général, mais plutôt antibiotiques et antiviraux. On a 2 axes de recherche fondamentale sur les éléments génétiques mobiles et l'antibiorésistance et des cibles antivirales. Et on travaille plus particulièrement sur les herpès virus. 2 axes plus translationnels, que ce soit sur les antibiotiques ou sur la virologie. Et puis un axe vraiment One Health sur l'environnement et l'animal, mais qui est quand même plus axé l'environnement. Je ne vais pas tout détailler, juste sur la partie éléments génétiques mobiles. On travaille sur la régulation et notamment sur la réponse qu'on appelle la réponse SOS de la bactérie à différents dommages à l'ADN, voir comment elle se comporte et comment cette réponse SOS intervient dans la régulation et dans l'activation des mécanismes de résistance et des mécanismes d'échange de gènes, mais aussi est-ce qu'il y a un lien entre cette réponse SOS bactérienne et la virulence bactérienne et aussi la réponse de l'hôte. Alors, très rapidement, donc on a eu travaillé, maintenant on travaille sur d'autres éléments génétiques mobiles, mais on continue à travailler, mais au départ on travaillait que sur cela, sur ce qu'on appelle des intégrons, qui sont un des éléments génétiques mobiles qui est très comment dirais-je, modulaire, parce que la plateforme, c'est simple, c'est juste une intégrase, un promoteur qui va permettre l'expression de cassettes de résistance qui vont se mettre à la queue leu-leu, un peu comme dans un train. L'intégrase, c'est la locomotive et les wagons, c'est les cassettes de résistance, et elles vont toutes être exprimées à partir d'un promoteur commun. Donc, il y a une corrélation assez forte entre le fait de porter un intégron et le fait d'avoir une résistance aux antibiotiques. Donc, c'est essentiellement chez les bactéries à gram négatif, même si la résistance n'est pas portée par l'intégron. Il y a un lien épidémiologique. On sait que ce système est régulé. On a montré, notamment en collaboration avec l'équipe de Didier Mazel, que ce système est contrôlé par la réponse SOS et qu'effectivement, en cas de réponse SOS entraînant des dommages à l'ADN, dont une pression de sélection antibiotique, eh bien, il peut y avoir levée de cette inhibition et l'intégrase va être activée et peut ainsi modifier l'ordre des cassettes et rapprocher une cassette plus proche du promoteur, permettant ainsi une expression à plus haut niveau. On a montré aussi avec un étudiant en thèse que cette structure, de par cette régulation SOS, est une structure qui ne coûte pas cher du tout pour la bactérie. Ça n'a pas d'impact en termes de fitness cost. Je vais passer ça, j'aurai pas le temps. On travaille aussi sur les biofilms, puisque ok, c'est très bien de travailler en tube, mais la vraie vie des bactéries, que ce soit dans notre tube digestif, dans les égouts, dans un certain nombre dans l'environnement, dans les stations d'épuration, les bactéries ou dans les sédiments, elles sont sous forme de biofilms, elles ne sont pas comme dans un tube en planctonique. Et donc, on sait que les biofilms sont des environnements favorables à l'échange de gènes. Et donc, on a travaillé sur la régulation spécifique des biofilms des intégrons. On a montré dans ce papier que, à côté de la réponse SOS, la réponse stringente aussi due au déficit en nutriments qu'il y a notamment à l'intérieur des biofilms avait aussi un effet par différentes voies sur l'expression de l'intégrase.
Et on a montré, le papier n'est pas encore soumis, mais on a montré aussi que le biofilm étant connu comme une structure qui n'est pas homogène, on a montré en fait que seule une petite proportion qu'on appelle la superpositive population, superpositive parce qu'on marque en fluorescence, euh, dans la couche du biofilm, juste une petite proportion de ces bactéries vont être capables d'activer la réponse intégron et que donc là encore, la réponse n'est pas homogène. On avait regardé aussi dans le tube digestif de souris, des souris axéniques chez qui on avait implanté un Escherichia coli, eh bien, on avait montré qu'il y avait une activation de la réponse SOS par simplement le mode de vie dans un tube digestif. Et que ça permettait donc une augmentation de la fréquence de recombinaison de l'intégrase, et que quand on rajoutait un antibiotique comme de la ciprofloxacine, ça augmentait encore in situ, hein, dans le tube digestif, ça augmentait encore la fréquence de recombinaison, montrant que, eh bien, on sait que l'antibiotique qu'on prend va avoir un impact sur le tube digestif, parce que ça ne touche pas que la bactérie responsable de l'infection, mais aussi les flores, et que donc, il peut y avoir ainsi activation de l'intégron et échange de gènes. Tant pis, je vais passer ça, c'était sur la relation hôte pathogène, mais je vais passer pour vous parler un peu des autres axes. Sur la partie translationnelle, on pourrait y revenir dans les questions si vous voulez. Sur la partie translationnelle, on travaille sur les marqueurs, des marqueurs de résistance qui peuvent être des outils de suivi chez le patient pour détecter le plus précocement possible la résistance aux antibiotiques. On travaille aussi en recherche clinique sur des nouvelles molécules ou des nouveaux kits de diagnostic. Et donc, on travaille de façon très intégrée avec le centre d'investigation clinique de notre hôpital, qui est aussi une structure INSERM. On travaille à la fois sur des nouvelles stratégies antibactériennes, vaccins, anticorps monoclonaux, alternatives aux antibiotiques ou nouveaux antibiotiques, et puis sur la résistance aux antibiotiques avec de la génomique clinique, de la métagénomique directement à partir des prélèvements des patients, les biomarqueurs et des outils de diagnostic rapide, ceci à travers différents programmes, et notamment on travaille sur la détection précoce des résistances et adaptation thérapeutique, et puis sur le microbiome respiratoire de patients de réanimation intubés ventilés et la recherche de biomarqueurs précoces de résistance ou de biomarqueurs précoces de microbiome permettant de prévenir le passage à la pneumopathie acquise sous ventilation. Très rapidement, on a aussi regardé est-ce que les intégrons pouvaient être un biomarqueur de surveillance de la résistance. Eh bien, on a montré que dans cette étude sur des flacons d'hémoculture positive, eh bien, effectivement, le fait de rechercher les intégrons directement sur le flacon d'hémoculture positive était un très bon outil avec une très bonne valeur prédictive négative de la résistance. On est passé ensuite à des étapes sur l'intérêt cette fois-ci de ce marqueur dans le sepsis, en déterminant la valeur prédictive négative et positive en travaillant directement sur les produits biologiques du patient. Donc tous ces travaux, je ne vous ai pas dit, les travaux plus fondamentaux sont dirigés au sein du labo, son groupe, c'est Sandra Daré, qui est chercheur INSERM. Cette partie plus clinique est dirigée par Olivier Barrault, qui est MCUPH dans le laboratoire. Et on a inclus plus de 500 patients, et avec là aussi une très bonne valeur prédictive négative, notamment pour la résistance aux céphalosporines de troisième génération, ce qui veut dire que, que si on ne trouve pas d'intégrons dans le prélèvement d'urine, c'est des patients qui font un sepsis à point de départ urinaire, eh bien à 96,6%, on peut dire qu'il n'y a pas de résistance au C3G. Et puis on passe cette fois-ci sur une quatrième étape, c'est d'aller de plus en plus vers l'implantation de ce marqueur en clinique. Et là, on travaille toujours dans l'urine, mais chez les enfants, puisque les recommandations des lignes de traitement sont particulières. Et on regarde l'intérêt de faire du Bactrim versus des céphalosporines de troisième génération chez l'enfant donc là, en vraie vie, en inclusion de patients, en se basant sur le marqueur intégron, qu'on fera donc en temps réel. Sur la partie environnement, qui est dirigée par Christophe Dago, qui est professeur à l'Université de Limoges et à l'école d'ingénieurs,
Euh, on veut étudier les dynamiques de transmission entre homme, animal, environnement, caractériser des nouveaux gènes dans l'environnement et les mécanismes de transfert, utiliser la modélisation et du data processing pour faire de l'évaluation du risque, et puis regarder les différentes omiques pour essayer de mieux caractériser ce qui se passe. Donc rapidement aussi, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Cipibel, qui était à partir d'un hôpital qui avait sa propre station d'épuration, et la ville qui était à côté, c'était en France, près des Alpes, près de la frontière suisse. Et on a regardé ce qui se passait. Alors, en bleu, vous avez le microbiote. En jaune, vous avez le résistome, c'est-à-dire les gènes de résistance. En vert, vous avez aussi la signature, comment elle est. Et en rose, vous avez l'exposome, c'est-à-dire on a quantifié les molécules, mais aussi des surfactants qui peuvent être liés au shampoing, etc., dans l'environnement. Et donc, on voit bien qu'en sortie d'hôpital, c'est là où les carrés sont le plus remplis, hein, c'est là où il y a le plus de tout. En sortie de ville, un peu moins. Et puis, derrière la station d'épuration, ben, ça a quand même diminué, et puis beaucoup moins dans la rivière. En revanche, ce qui était intéressant, quand on a regardé le résistome, ça, vous avez les effluents urbains, les effluents hospitaliers, et on voit bien qu'il y a une signature spécifique à l'effluent urbain, et pourtant, c'était des prélèvements sur 4 ans, ou à l'effluent hospitalier. Et on a regardé les corrélations qu'il pouvait y avoir entre les gènes de résistance et l'exposome, c'est-à-dire les antibiotiques qu'on trouvait dans l'environnement, mais aussi les, les surfactants. Et puis, est-ce qu'il y avait une signature là aussi de traitement? Eh bien, vous voyez que tout ce qui est surfactant anionique, c'est-à-dire les shampoings, les gels douche, eh bien, c'était plus lié à des effluents urbains, alors que tout ce qui est gènes de résistance, enfin, antibiotiques, des surfactants non ioniques qui sont plus les désinfectants, les biocides sont plus liés à des effluents hospitaliers. Celui-là, c'est un peu la continuité, mais cette fois-ci, on a regardé dans 3 endroits différents, et on a fait ça sur des biofilms en faisant, je ne sais pas si vous voyez bien, mais des guirlandes de lames de verre qu'on a mis dans des rivières, dans des stations d'épuration, puis on a reproduit ça avec une espèce de roue en laboratoire. Je vous le fais très court, mais on a regardé aussi le résistome, l'exposome, le microbiome, mais on a regardé aussi en microscopie confocale. Et on voit que là aussi, selon l'origine de l'environnement, on a des signatures de microscopie confocale de présence d'exopolysaccharides qui ne sont pas les mêmes. Et surtout, en termes de résistome, ça a été fait, de transcriptome, pardon, ça a été fait avec votre plateforme à l'Institut Pasteur, avec l'équipe de Sean Kennedy. Et donc, on voit que le transcriptome n'est pas le même selon les biofilms urbains ou hospitaliers, ce qu'on appelle le résistome actif. Et on est en train de... le papier est maintenant sur bioRxiv, vous pouvez depuis quelques jours, et on va le soumettre bientôt. Un projet qui est en cours dans le cadre d'un ANR franco-allemand avec nos collègues de l'Institut Pasteur de Guadeloupe. On a pris une île parce qu'une île, faut y arriver, et que donc on va travailler aussi avec les avions qui arrivent en Guadeloupe. Donc on va travailler sur 3 endroits, des endroits près de l'hôpital qui sont donc fortement contaminés, des endroits où il y a moins de contamination, il y a une contamination plus urbaine, et des endroits où il y a moins de contamination. On va regarder les sédiments, on va regarder la petite flore autour des stations d'épuration, pas la flore, la faune sauvage autour de la station d'épuration. Et puis, on va récupérer ce qu'on appelle les boîtes à caca des avions pour regarder en fait les avions qui arrivent en Guadeloupe, c'est-à-dire quel est le résistome et le microbiome amené par les touristes qui viennent en Guadeloupe. Donc ça, c'est en cours. Un dernier projet, alors ils ne sont pas tous présentés, hein, mais pour vous dire qu'on a appliqué notre savoir-faire dans les eaux usées au Covid, et qu'on suit maintenant le Covid dans les eaux usées de façon régulière depuis plusieurs années, et par quartier au niveau de notre ville. Voilà, bon, j'ai tenu un tout petit peu plus d'1 heure. Je vous remercie de votre attention, et puis à votre disposition pour les questions. Merci. Merci beaucoup Marie-Cécile pour ce séminaire très intéressant. Ça n'a pas été trop Alors, vite pour la fin. non, non, ça va, ça va. On a des questions dans le chat. Et je voulais proposer, en fait, comme on est sur un format qui reste interactif, même malgré le fait que nous soyons 212,
Si les gens qui souhaitent poser leurs questions en direct, je vous prie d'allumer vos caméras, qu'on puisse vous voir. Comme ça, vous pouvez poser vos questions vous-même. On avait voulu faire ça pour pouvoir montrer aux personnes. Alors, par exemple, tous celles qui ont posé une question dans le chat, vous pouvez le faire. Je ne sais pas si ça va être quand même très facile à 200. Moi, je vais commencer par vous poser une question du chat de Sophie Manzi. Il disait, sait-on pourquoi il y a eu une augmentation de la consommation d'antibiotiques chez les 0,4 ans depuis 2021? J'ai pas d'explication. Il faudrait que je demande à mes collègues qui surveillent ça dans la mission SPARES. J'ai pas spécifiquement d'indication. Après, il faut dire qu'on était encore un peu en Covid et qu'il y avait quand même un certain nombre de pathologies où il y avait une crainte, je pense, de surinfection dans cette petite population d'enfants tout petits. D'accord. Alors, je répète, pour ceux qui ne voudraient pas poser leurs questions en direct, c'est possible. Vous pouvez aussi lever votre main. Ah, je vois que, par exemple, je vais passer la parole d'abord à Thérèse Roseline, donc, qui a levé la main. Activez votre caméra, s'il vous plaît, et votre son pour poser votre question. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Nana Thérèse Roseline du Burkina Faso. Je suis docteur vétérinaire de formation. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on connaît l'impact réel des résidus d'antibiotiques qu'on retrouve dans les aliments, les œufs, la viande, qui peuvent impacter sur l'antibiorésistance humaine? Alors, normalement, dans la viande, si tout est bien fait, il ne devrait pas y en avoir tant que ça, puisqu'il y a une période de carence où il ne devrait pas y en avoir. C'est difficile. Alors, moi, je suis pas vétérinaire, hein, donc je connais moins bien ce domaine-là. Donc, non, je sais pas exactement. Après, ce que je sais, c'est que, par exemple, pour Campylobacter, qu'on retrouve dans la volaille, il y a eu une étude qui a très bien montré qu'à une époque, on utilisait du ceftiofur, donc une céphalosporine de 3e génération, qui était injecté dans les œufs avant que les poulets naissent. Et il y a eu une augmentation de la résistance des campylobactères aux céphalosporines de 3e génération chez l'animal, chez les volailles, mais on a eu la même augmentation chez l'homme. Et quand il y a eu un arrêt de cette pratique, d'arrêter de mettre du ceftiofur, d'injecter du ceftiofur dans les œufs avant que les poulets ne naissent, eh bien, on a vu chuter la résistance du campylobacter. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup, madame. Je vais passer la parole à Rigano Kingo. Je suis désolée si j'écorche vos noms et prénoms. Alors, pour le moment, je ne vous entends pas, Regan. Ouais, c'est bon. Là. Bonjour. Oui. Bonjour. 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 C'est Regan Okingo. Merci pour l'exposé. J'aimerais poser la question concernant les aspects One Health à propos de nos communautés. Je suis de la République démocratique du Congo, médecin. À propos de nos communautés qui vivent dans des zones rurales, quels sont les aspects qu'on pourrait mettre en place ensemble pour pouvoir lutter contre ces résistances liées surtout à la non-application de l'aspect One Health dans nos communautés les plus reculées? C'est une vaste question, à la fois Et ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est de savoir comment passe ces programmes de DI à l'antibiorésistance. Comment, pardon, je n'ai pas entendu la deuxième. Merci beaucoup. Vous pouvez répéter la deuxième question? La deuxième question, c'est quelles sont les modalités pour participer à ces programmes d'antibiorésistance? Alors, sur la première, je ne veux pas répondre des bêtises parce que je ne connais pas la situation dans votre pays. Mais par rapport à l'aspect One Health, c'est intéressant de travailler aussi sur la promiscuité dans le mode de vie entre l'homme et l'animal aussi. Et la façon de préparer les aliments, c'est des choses qui sont intéressantes. Et l'usage des antibiotiques aussi, d'étudier l'usage des antibiotiques. Et puis, il y a, je ne sais pas si c'est le cas dans votre pays, mais il y a aussi des pays où on peut acheter les antibiotiques en dehors des structures vraiment réglementaires et d'acheter des antibiotiques qui parfois sont sous-dosés, qui est aussi une problématique.
Et puis pour intégrer des programmes, alors dans le GPI-AMR, il y a aussi ce qu'on appelle des sciences de l'implémentation, où on travaille. Et donc là, de vous rapprocher de chercheurs. Vous pouvez regarder sur le site du GPI-AMR déjà des équipes qui ont déposé des projets, et de vous rapprocher d'équipes de recherche qui travaillent justement sur l'implémentation d'actions en One Health, et qui travaillent avec différents pays, dont des pays d'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Richard Onanga. Ah, je ne vous entends pas. Attendez, Richard. Vous pouvez réactiver votre micro. Excusez-moi, j'avais mon micro fermé. Allez-y. Merci déjà pour la présentation que j'ai trouvée très intéressante. J'interviens depuis le Gabon et je travaille sur l'antibiorésistance et dans l'aspect, la perspective One Health également. Nous nous sommes intéressés beaucoup plus au transport des gènes de résistance disons de l'animal à l'homme, vice versa. Et de notre côté, nous avons découvert, exemple, la présence au niveau des chauves-souris, de BLSE, voilà. Au niveau des rats aux alentours des hôpitaux, nous avons aussi pareillement découvert aussi la présence de BLSE. Ma question, c'est de savoir, j'ai vu au niveau de la littérature qu'il n'y avait pas assez d'études là-dessus pour bien comprendre les aspects de transmission des gènes homme-animal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus et comment, s'il y a des équipes qui travaillent davantage sur ces études, comment entrer en contact avec elles? Alors, je sais que les collègues de l'Institut Pasteur, je cherche son nom, mais je vais le retrouver, Sébastien Breuerec, de l'Institut Pasteur de Guadeloupe, par exemple, ils ont déjà travaillé en capturant les rats autour des stations d'épuration, et des grenouilles et des lézards, et on est en train pour voir justement ce qui est partagé comme gène de résistance. Et c'est sûr que les animaux, ça a même été fait chez des renards, les animaux qui vivent proches de l'homme, on retrouve des bactéries, on retrouve des BLSE. Nous, on avait participé avec le Sénégal à une étude où ils avaient capturé des rats. Malheureusement, pour diverses raisons, les prélèvements ne sont pas arrivés jusque chez nous. Donc, on n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais ça, c'est fait. Vous pouvez vous rapprocher de Sébastien Breuerec en Guadeloupe, parce qu'ils travaillent déjà là-dessus et ils ont mis au point des protocoles. Merci. Avec plaisir. Alors, je répète dans l'auditoire, n'hésitez pas à allumer votre caméra, lever votre main si vous voulez poser une question. Je vais peut-être poser quelques questions qu'il y avait dans le chat en attendant que d'autres questions arrivent. Alors, il y a Sophie Montpella qui pose la question. Bonjour, y a-t-il des éléments expliquant le fait que le taux de résistance soit relativement modéré en France versus des usages importants en antibiotiques? Alors, une des raisons, c'est qu'on a des recommandations et une politique qui est quand même assez drastique sur identifier les cas de bactéries multirésistantes et isoler les patients. Et donc, en établissement de santé, si on isole des bactéries BLSE et notamment aussi les bactéries résistantes au carbapénème, hein, je ne vais pas montrer la carte, mais qui sont très répandues dans certains pays. Hein. En Grèce, par exemple, on est à plus de 60%, même je crois 70% pour certaines espèces. Eh bien, en France, quand on identifie un patient avec une entérobactérie productrice de carbapénémase, les équipes qu'on appelle d'hygiène, mais vraiment qui font de la prévention du risque infectieux, font une enquête épidémiologique autour du patient porteur, font des prélèvements de dépistage digestif chez les patients qui ont été en contact avec ce patient porteur. On remonte la chaîne, on fait vraiment un travail d'enquêteur, hein, vraiment, on remonte la chaîne, on dépiste, on isole les patients, ce qui n'est pas toujours facile parce que vous savez qu'il y a des problèmes de nombre de personnel,
de temps, mais on essaye au maximum de mettre en place des mesures au plus près pour limiter la diffusion. Et c'est vrai que c'est contraignant pour les équipes de soins, mais néanmoins, ça a des résultats assez efficaces. Je vous remercie pour elle. Merci beaucoup pour vos explications. Je surveille le chat. Comment on fait pour lever la main? Dans réaction, normalement, vous avez un bouton réaction avec un petit smiley. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez aussi lever la main. Donc, je ne vais pas poser votre question. Je la voyais dans le chat. Je vais poser en attendant celle de Geneviève Bricheux, même si je ne suis pas tout à fait sûre de la comprendre en entier. Avec tous les rejets contaminés dus aux activités humaines, on peut se demander s'il n'y a pas un goulet d'étranglement. À quel niveau vous le placeriez? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez effectivement par le goulet d'étranglement. C'est sûr que ce qu'on appelle la pollution anthropique, hein, c'est-à-dire tout l'impact des activités humaines, qu'elles soient de santé, qu'elles soient de production animale, qu'elles soient d'agriculture, où on va utiliser des antibiotiques, ont un effet. Est-ce que, à quel effet il faut jouer le plus? Je pense qu'il faut être multifactoriel. Il y a malheureusement et en même temps heureusement pas une seule solution, mais c'est un ensemble de solutions. C'est pour ça qu'il faut travailler tous ensemble. C'est un ensemble de solutions qui va nous amener à ça, et c'est aussi pour ça qu'il faut travailler avec des sociologues et des anthropologues pour nous faire comprendre quelles sont nos habitudes et nos réactions aussi par rapport à l'antibiotique. Certes, les prescripteurs, les éleveurs, mais aussi en tant que citoyen. Et on voit bien en tant que citoyen que parfois, on a du mal à accepter d'aller chez le médecin et de ressortir sans ordonnance. C'est pas toujours ça dépend des pays, mais c'est pas toujours dans la culture, et donc ça peut être aussi complexe. Et puis, le médecin aussi, dans les études, on nous apprend que, bah, évidemment, on est là pour soigner, et donc de rien prescrire, ça peut être aussi, parfois difficilement vécu. Donc je pense que c'est vraiment un ensemble de choses qui doivent amener ça. Et après, par rapport à l'environnement, il nous manque quand même une question, hein. On sait ce qui est dans l'environnement, et maintenant ce qu'on ne sait pas bien, à part dans les pays où j'ai montré où il y a des rejets massifs, mais sinon on ne sait pas bien quel est vraiment le risque pour la santé humaine de ce qui est dans l'environnement. Et il y a encore beaucoup de programmes de recherche à faire là-dessus. Et puis d'abord, on n'a pas de surveillance standardisée, donc c'est pour ça qu'il faut absolument le faire. Merci beaucoup. Alors, Mohamed Oumed Aboubaker, je vais vous laisser poser votre question. Bonjour. Recevez? Vous m'entendez? Très bien. Et bonjour, donc moi je suis de Djibouti. Donc nous travaillons sur les BMR depuis maintenant, je pense, 3 ans avec l'équipe de Montpellier. Et on a des sacrés résultats parce que pour un petit pays qui ne produit rien, qui n'a pas d'élevage, qui n'a rien, on a des taux de résistance qui sont très élevés avec des carbapénémases qu'on a retrouvés chez les vaches, dans les poissons, dans l'eau, un peu partout, même dans l'environnement et chez l'humain. Donc on a retrouvé même une carbapénémase chez une klebsielle qui a été retrouvée dans les 3 écoutilles. Et d'ailleurs, c'est en train d'être publié. Donc, c'est ce que je voulais savoir, c'est comment se fait-il est-ce qu'il y aurait plutôt des bactéries qui seraient très sensibles à cause du biofilm, de transmettre et d'être beaucoup plus, je veux dire, dans les portages, beaucoup plus, comment dirais-je, facile à transmettre, parce qu'on retrouve plus chez les klebsielles. Là, on est en train de décrire aussi une klebsielle qui est hyper productrice de carbapénémase. Donc, on ne sait pas exactement, mais c'est des premières recherches qu'on fait. Et généralement, l'environnement dans lequel on les observe, c'est à proximité des hôpitaux. L'autre chose qu'on remarquait aussi, c'est que ces bactéries, disons, je dirais ces résistances, parce que les BLSE sont devenus monocourantes à Djibouti. Les BLSE, ces carbapénémases et ces BLSE, on les a observés crescendo. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un hôpital, dû à la pharmacopée qu'ils utilisent. Et à Djibouti, voilà, il faut aussi parler de la pharmacopée en Afrique. Chacun utilise ce qu'il veut. Donc, c'est un hôpital de type arabe qui a commencé à introduire ces molécules à Djibouti. Or, elles n'existaient pas auparavant. Et donc, on a observé à chaque fois qu'ils utilisaient certaines molécules, on avait une résistance. Donc, c'est, je dirais, un profilage normal. Et c'est plutôt chez eux qu'on avait en fait une recrudescence des résistances qui, par la suite, se répercutait
dans les hôpitaux publics. Donc, comment se fait-il que cela a circulé? C'est la question qu'on se pose, on n'arrive pas à voir. Mm. Et le deuxième problème, c'est que nous, on est des petits chercheurs, on est des jeunes chercheurs, et généralement, on a un goulot d'étranglement, c'est la bioinformatique. Mm. Et lorsqu'on va séquencer tout ça, qui va les interpréter? Donc là, on travaille avec Montpellier, on a 3 thésards là-dessus. Et c'est ce qu'on voit aussi, c'est que c'est vrai qu'il y avait une question qui a été posée: est-ce que les gènes circulent à l'intérieur des mêmes bactéries? Généralement, en fait, avec les piliers de conjugaison, il faut c'est pas forcément une Klebsielle qui va transmettre chez un vibrio, par exemple. C'est pas là, ça peut pas passer, quoi. Donc c'est comment expliquer dans un pays où il n'y a pas d'antibiotiques, disons qui est produit à Djibouti, il n'y a pas d'industrie pharmaceutique, il n'y a pas d'agriculture ou d'élevage intensif d'animaux, qui ait autant de circulation en fait, et que ça soit maintenant, on est en train de regarder si ça n'a pas touché l'arrière-pays, sachant que Djibouti est un petit pays, donc on peut facilement aller dans ces structures. Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir accès, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un système qui permettait de réunir les équipes des bioinformatiques avec les autres. Est-ce que nous, par exemple, pays étrangers, pouvons avoir accès à ces structures qui permettraient de nous aider, en fait, sur certaines, Merci, bravo pour vos recherches. Et si ça peut vous rassurer, enfin, je ne sais pas si c'est rassurant, mais vous dites on est des jeunes chercheurs, mais moi je suis plus une jeune chercheuse et je ne suis pas à Djibouti, mais j'ai tout autant de difficultés pour avoir accès à de la bioinformatique. Donc je pense qu'on est tous dans les mêmes situations, malheureusement, sur cet aspect-là. Et puis il n'y a pas beaucoup de bioinformaticiens, puis c'est difficile de les trouver. Et donc, moi, je suis pas à Paris, et donc c'est plus difficile de les trouver. Et même certains de mes collègues parisiens, ben, voilà, disent que c'est aussi compliqué. Alors, pour répondre à votre question de pourquoi vous en trouvez, c'est difficile de répondre. Il y a peut-être aussi des mouvements de population et d'animaux entre pays qui arrivent à Djibouti, qui viennent d'ailleurs et qui peuvent aussi amener, je ne sais pas, ça peut être une explication. Les pratiques par rapport aux antibiotiques aussi chez l'homme à regarder, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont achetées chez l'animal. Et puis pour l'accès à la bioinformatique, alors je sais, moi je ne sais pas, mais alors il y a la structure Abromix qui est en train d'être mise en place. J'ai vu tout à l'heure que Philippe Glaser était connecté. Je ne sais pas s'il l'est toujours, auquel cas il pourra répondre si ça sera accessible au-delà des équipes de recherche françaises. Mais je ne sais pas si Philippe est toujours connecté. Ah, il est plus connecté. Non, il est plus connecté. Bon. Alors, je ne sais pas exactement. Il y a Benoît, je vois, qui est connecté. Je ne sais pas si c'est... Mais il faut poser la question à Philippe Glaser, et qui co-dirige la plateforme Abromix, qui est faite pour ça, justement, qui a pour vocation qu'on puisse mettre des séquences et que ça va nous faire une jolie analyse bioinformatique avec des pipelines. Et donc, je l'attends avec impatience tout autant que vous. Mais je ne sais pas, par contre, les conditions d'accès, je ne sais pas du tout. Donc, ça sera à lui demander. Merci. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Je crois que vous étiez censée finir à la demi. Il est 34. Est-ce que vous avez... Je fais cours à 16h et j'ai 10 minutes pour aller à la fac, donc on peut prendre une ou deux questions. Et puis, Alors, bon, je donne la parole rapidement à Augustin Konkobo, pardon pour avoir écorché votre nom. Et vraiment posez votre question rapidement, s'il vous plaît. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je suis Konkobo Augustin de Burkina Faso. C'est vrai que je ne suis plus dans le milieu hospitalier, mais je sais qu'en son temps, ce n'était pas aussi évident pour la détection des carbapénémases. Je sais que c'était beaucoup plus une identification moléculaire, mais nos systèmes, on ne peut pas le faire parce que l'aspect moléculaire, ce n'est pas accessible. Je veux savoir actuellement s'il y a eu des méthodes, je vais dire, phénotypiques pour permettre le dépistage rapide de la production des carbapénémases. Parce que ce qu'on fait, c'est juste trouver qu'il y a une résistance au carbapénème, mais on n'arrive pas à trouver le mécanisme qui est en cause. Est-ce qu'actuellement, il y a des méthodes de dépistage rapide? Voilà, merci. Alors, merci pour votre question. Alors, la première chose, déjà, si vous arrivez à les dépister, les détecter, c'est très bien, parce que c'est quand même, pour ensuite mettre en place des choses, c'est quand même la première étape de savoir
que c'est une carbapénémase dans un deuxième temps via le mécanisme. Alors, les méthodes moléculaires, je suis d'accord avec vous, ça coûte cher. Mais il existe des petites bandelettes, c'est des méthodes immunochromatographiques, des petites bandelettes avec, alors j'ai plus en tête là, nous c'est ce qu'on utilise parce que ça nous coûte beaucoup moins cher, c'est ce qu'on utilise à l'hôpital, ça nous coûte beaucoup moins cher que les méthodes moléculaires, et donc ça vous dit si c'est une OXA48, une NDM, une VIM, je sais plus ce qu'il y a il y a VIM, NDM, OXA48, KPC, sur cette bandelette. En plus, c'est super facile à faire. Vous faites une petite suspension de bactéries, vous mettez sur votre bandelette, ça monte par capillarité, un petit peu comme les tests Covid que je pense on connaît tous maintenant. Donc ça existe et c'est pas très cher. Enfin, c'est beaucoup moins cher que le moléculaire en tous les cas. Je ne sais pas si c'est pas très cher, mais c'est beaucoup moins cher que le moléculaire. Et en plus, ça peut être fait par tout le monde. On n'a pas besoin d'être formé en biologie moléculaire. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Est-ce que vous acceptez une dernière question ou c'est fini? Oui, oui, Vous oui. arrêtez là On peut prendre une dernière Donc, je question. J'ai une dernière redonne la question. parole à Regan Okingo. Allez-y. Oui, oui. Merci beaucoup, Madame Clémentine, et merci Cécile pour sa présentation qui est tellement merveilleuse. Alors, je voulais poser la question par rapport aussi à la résistance antibiotique. À ce qui concerne, on a deux contextes différents, l'Afrique et l'Europe. En Europe, quand vous avez un patient, pour lui prescrire un antibiotique, il faudrait faire euh, au moins un antibiogramme. Alors que nous, en Afrique, je peux estimer que 9 sur 10 patients que nous recevons en cas d'une maladie infectieuse, on fait rarement l'antibiogramme suite à un plateau technique qui est tellement limité. Alors, quels conseils pourrions-nous adopter pour pouvoir participer aussi activement à la lutte contre l'antibiorésistance? C'est Voilà difficile. ma question. C'est une vaste question là aussi. Si je comprends hein, les difficultés. Alors les difficultés de votre plateau technique, c'est des difficultés en termes. Ça dépend. C'est des difficultés en termes de personnel ou en termes d'achat de réactifs ou de conservation de réactifs. Je ne sais pas. À quoi sont liées vos difficultés plus particulièrement? En tout cas, plus particulièrement, les réactifs pour faire antibiogramme, et surtout dans les zones, dans les zones rurales, c'est pratiquement difficile à obtenir au moins un antibiogramme. D'accord. Donc après, effectivement, il y a des systèmes, je disais, de bandelettes. Alors ça existe aussi pour les BLSE. Ça vous donne moins d'informations qu'un antibiogramme. Ça ne vous dit pas à quoi c'est sensible. Mais par contre, ça vous dit s'il y a un mécanisme de résistance ou pas. Et donc, dans ces cas-là, ça vous permet d'éviter un certain nombre de molécules à utiliser parce que elles feront perdre de la chance aux patients parce qu'on sait que ça sera résistant. Donc, il y a des choses, genre, je crois que ça marche directement sur flagrant d'hémoculture. Par exemple, le bêta-lacta test qui va vous dire s'il y a une BLSE ou pas. Les tests de carbapénémase qui vont vous dire s'il y a une carbapénémase ou pas. Malheureusement, ça ne vous dira pas si, pour autant, à quoi c'est sensible. Et après, on va arriver dans des choses beaucoup plus moléculaires et donc beaucoup plus onéreuses. Donc, il y a des systèmes rapides qui sont en train de se développer pour faire des antibiogrammes rapides, mais vous allez vous trouver confronté, je pense, aux mêmes difficultés. Donc, peut-être les petites bandelettes qui peuvent vous dire s'il y a une BLSE ou s'il y a une carbapénémase. Et évidemment, idéalement, ça serait d'avoir un antibiogramme. Merci beaucoup. Et je crois qu'il va y avoir toujours des nouvelles questions. Donc, il me semble que là, si vous avez pour 10 minutes pour vous rendre à votre lieu de cours. Cours à 4 heures. Ouais. Je change de sujet, je parle de pneumocoque, mais. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis vraiment désolée, Monsieur Adam Ali Mahamat. Vous pouvez éventuellement envoyer votre question par mail à Cécile. Marie-Cécile, pardon, j'ai mis son mail dans le chat. Je vous remercie tous et je remercie très particulièrement Marie-Cécile Ploide pour cette très belle conférence qu'elle a donnée, très générale, qui a pu permettre d'avoir une idée vraiment très générale sur l'antibiorésistance.
Et puis, je pense que je m'associe à l'association des anciens élèves et je remercie aussi toutes les personnes qui se sont connectées depuis l'Afrique. On a vu dans les questions qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes d'Afrique. C'est vraiment une belle association avec l'association universitaire les francophones d'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir.